Imagine que tu es soldat dans une unité de défense anti-aérienne, à des kilomètres du front. Le soleil brille, les derniers jours ont été plutôt calmes, comme d'habitude. À part quelques cibles ennemies, il ne s'est presque rien passé dans ta zone. Mais aujourd'hui, la journée sera un peu différente. Elle sera marquée par un événement qui va quelque peu dépasser les capacités de la défense anti-aérienne classique. En effet, en l'espace de quelques minutes, plusieurs cibles seront signalées par le radar. D'abord une, puis deux, puis 10, 20, 40, et soudain plusieurs centaines. En l'espace de quelques minutes, l'écran est submergé par d'innombrables contacts qui, presque simultanément, foncent vers toi et ta position, coordonnés comme une nuée d'oiseaux. Avant même que tu réalises ce qui se passe, les contacts ont déjà atteint leur cible, s'y sont dispersés et se sont préparés à l'attaquer. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est exactement ce que la Chine fait maintenant avec ce qu'on appelle le système d'essaim de drones Atlas. Öffentlich demonstriert hat. Et je crois que beaucoup de gens sous-estiment encore ce que cela signifie. Parce que la pensée est typiquement européenne, à courte vue, et surtout la mentalité allemande, associe généralement les drones à des systèmes individuels, comme par exemple un drone de reconnaissance, un drone kamikaze ou un drone intercepteur. Mais ceci c'est quelque chose de totalement différent. Nous ne parlons plus d'une seule plateforme, nous parlons d'un système qui fonctionne comme un organisme vivant. Cela devient extrêmement intéressant sur le plan de la politique de sécurité. Ce qui est aussi très intéressant, c'est une idée qui correspond exactement à ce que nous évoquons. Quand on s'intéresse de près au sujet, aux drones, à la technologie, aux évolutions géopolitiques et aux événements mondiaux en général, on se rend compte assez vite à quel point il est difficile de vraiment garder une vue d'ensemble. Les sources sont innombrables, les perspectives variées, l'accès aux informations locales limité, souvent entravé par la langue, et au final, on doit se forger sa propre vue d'ensemble. Et c'est précisément là qu'entre en jeu un outil que je trouve vraiment intéressant, à savoir SIFT. Le concept est assez simple mais efficace. Il te suffit simplement de saisir un sujet, par exemple les essaims de drones chinois ou le développement de l'IA, et SIFT recherche automatiquement des sources fiables dans le monde entier et dans différentes langues, puis résume tout de manière claire pour toi. SIFT est capable de recueillir des reportages provenant des médias locaux de chaque pays, mais il traduit aussi, ce qui te permet d'accéder à différentes perspectives. Normalement cachées derrière la barrière linguistique, ce qui fait gagner beaucoup de temps pour comparer les sources et rechercher tout sujet. Tu reçois les développements les plus importants sous une forme compacte. Ce que je trouve personnellement très utile, c'est que tu n'es pas limité à certaines catégories. Tu peux suivre n'importe quel sujet, qu'il s'agisse de grands développements géopolitiques ou de thèmes de niche très spécifiques. Je fais mon master en informatique et même pour ça, c'est incroyablement utile, tout comme pour le travail ou lorsque je veux élargir mes connaissances globales sur un sujet. SIFT marche sur ton téléphone ou navigateur et tu reçois régulièrement des mises à jour ou des résumés audio en déplacement. Donc si tu veux rester informé sur ces sujets sans avoir à tout chercher toi-même chaque jour, jette simplement un œil à SIFT ou télécharge-le gratuitement sur l'App Store ou le Google Play Store. C'est l'une des meilleures applications d'actualité, numéro 1 en France, Allemagne et Espagne. Ce que la Chine nous a montré là repose essentiellement sur une structure relativement simple, du moins à première vue. On dispose d'un véhicule de lancement, un camion 6x6 blindé, mobile et relativement discret. Sur ce véhicule est monté un lanceur capable d'accueillir 48 drones. Si l'on combine maintenant 2 de ces véhicules avec un véhicule de commandement, on arrive à 96 drones, qui peuvent être lancés simultanément lors d'une seule opération. Et maintenant, voici le premier chiffre qu'il faut retenir. Toutes les 3 secondes, un drone décolle. Cela signifie que cet essaim complet, avec près de 100 drones, est prêt à l'emploi et envole en moins de 2 minutes et demie. C'est extrêmement rapide. Et ce n'est pas simplement un détail technique, cela a des conséquences tactiques directes. Dans la Bundeswehr, j'ai souvent entendu un dicton pendant la formation. Il disait « Celui qui tire plus vite et vise mieux gagne la guerre ». La rapidité était devenue essentielle dans la conduite de la guerre, car cela signifie moins de temps de réaction pour l'adversaire. Si près de 100 cibles apparaissent en même temps en l'espace de 2 minutes, c'est un problème majeur pour la défense aérienne classique. Elles sont souvent conçues pour identifier, suivre et combattre des menaces individuelles, mais pas des dizaines en même temps, qui peuvent en plus se coordonner entre elles. On pourrait dire, beaucoup de drones simultanés, cela a déjà été vu dans d'autres approches.
On le constate aussi dans le rapport sur l'Ukraine. La Russie inonde l'espace aérien ukrainien avec des drones gérant bon marché, surcharge la défense ukrainienne, frappe des cibles et masque d'autres missiles de croisière bien plus dangereux qui circulent parmi les drones. Mais la véritable différence ne réside pas dans le nombre de drones, mais dans la manière dont ces drones se comportent. En effet, les drones Gérand russes ou les drones Shahed iraniens ne communiquent donc pas entre eux. Ils reçoivent dès le départ une cible assignée et s'y dirigent en suivant un itinéraire précis. Les drones chinois, eux, fonctionnent avec une logique d'essaim. Ces drones ne sont plus de simples appareils télécommandés où un soldat contrôle chaque mouvement. À la place, le système fonctionne de manière à ce que chaque drone possède une sorte de comportement intelligent. Elles échangent des informations entre elles, elles ajustent leur position, elles réagissent aux changements en temps réel. On peut vraiment imaginer cela comme une nuée d'oiseaux, sauf qu'ici, chaque élément est un capteur, un brouilleur ou une arme qui, combinés ensemble, peuvent devenir très dangereux. Et oui, vous avez bien entendu, les drones ont différentes tâches et différentes fonctions qu'on peut leur attribuer. La démonstration chinoise comportait un moment particulièrement intéressant à observer. Plusieurs cibles similaires ont été placées sur un terrain d'essai, rendant leur distinction difficile. L'essaim a d'abord effectué une reconnaissance, puis a décidé de manière autonome quelle cible serait priorisée et a ensuite mené l'attaque de façon coordonnée. C'est une capacité qui va bien au-delà de ce que peuvent accomplir les opérations classiques de drones. Et maintenant, il est important de bien situer cela. Car ici, nous ne parlons pas seulement d'une arme, mais aussi d'une nouvelle manière de produire des effets militaires. Autrefois, les États avaient surtout des systèmes très coûteux et complexes, comme avions de combat, missiles de croisière ou missiles, et peu de solutions performantes moins chères. Aujourd'hui, cela change de direction. Nous voyons de nombreux systèmes bon marché qui, ensemble, produisent un effet supérieur à la somme de leurs parties. Cela signifie qu'au lieu de fabriquer un système coûteux capable de couvrir un large éventail, on fabrique de très nombreux systèmes bon marché qui, par leur nombre total, peuvent surpasser ce système coûteux. Et c'est un changement de paradigme. Un autre point qui est souvent négligé, c'est la flexibilité de ces drones. L'Atlas A140, c'est ainsi que le modèle est appelé, n'est pas limité à un seul rôle. Elle peut être utilisée pour la reconnaissance. Elle peut mener la guerre électronique, c'est-à-dire perturber les communications ou les radars ennemis. Et elle peut être utilisée comme une munition rôdeuse, c'est-à-dire, en principe, comme un drone d'attaque qui patrouille au-dessus d'une zone, attend une cible, puis se dirige elle-même vers la cible pour l'attaquer. Et voici maintenant l'avantage tactique qui en découle. On peut non seulement lancer l'essaim simultanément, mais aussi le configurer dans un ordre précis. Concrètement, cela signifie qu'on envoie d'abord des drones de reconnaissance qui collectent des données, comme le nombre et le type de cible, ainsi que leur position et leur priorité. Ensuite, des drones mènent la guerre électronique pour aveugler les systèmes adverses, comme le radar, la connexion aux défenses aériennes ou les communications radio. Et ce n'est qu'ensuite que viennent les véritables drones d'attaque, tout cela dans un seul processus coordonné. C'est en principe une opération aérienne complète, mais pas avec des avions ou des pilotes, mais avec un essaim de drones lancés depuis un seul petit camion. Si l'on évalue cela d'un point de vue militaire, les avantages sont assez évidents. Le premier grand point, c'est bien sûr la masse. La masse a souvent été un facteur décisif dans la guerre, mais ici, elle est réinterprétée technologiquement. 96 drones en même temps signifie que même les systèmes de défense les plus modernes atteignent rapidement leurs limites. Même si l'on en abat une partie, il en reste toujours assez pour avoir un effet. Le deuxième point concerne les coûts. Un drone individuel coûte bien moins cher qu'un avion de chasse ou un missile. On peut donc utiliser davantage ces systèmes sans que chaque perte ait des conséquences stratégiques dramatiques, ce qui modifie fortement les calculs militaires. Le troisième point concerne le personnel. Si un opérateur peut théoriquement contrôler jusqu'à 96 drones, cela réduit le besoin de personnel hautement qualifié et spécialisé sur le terrain. Cela ne signifie pas que les humains deviennent inutiles, mais leur rôle évolue. Ils passent du contrôle direct à la supervision et à l'autorisation des décisions. Et puis, bien sûr, il y a le quatrième point, la résilience. Un essaim est naturellement robuste. Si certains éléments tombent en panne, le système continue tout de même de fonctionner. Il n'y a pas de drone de tête, ni de drone mère, ni quoi que ce soit de ce genre. Et c'est une différence fondamentale par rapport au système classique, où la perte d'une plateforme équivaut à la panne complète de tous les drones. Mais c'est aussi crucial, car cette technologie comporte également un certain nombre de risques et d'inconvénients qu'on ne peut pas ignorer. Le point le plus important, c'est bien sûr la question du contrôle.
Lorsque des systèmes prennent des décisions de manière autonome, en particulier concernant le choix des cibles et l'attaque, la question se pose inévitablement. Qui porte la responsabilité si quelque chose tourne mal ? Par exemple, l'opérateur chargé de surveiller l'autorisation de 96 drones à la fois, alors qu'il fonce vers une cible en plein combat. Cela soulèverait non seulement une question technique, mais aussi une question juridique et éthique, qui, en Europe, serait certainement au centre de l'attention en cas de reproduction éventuelle. Je pense que du côté chinois, ce n'est pas si important, mais si nous voulons construire un système similaire ici, cela posera souvent problème. Le deuxième point concerne également l'identification incorrecte des cibles. Aucun algorithme n'est parfait. Dans un environnement complexe, surtout urbain, des erreurs sont possibles. Et lorsqu'un essaim de drones agit simultanément, des erreurs peuvent rapidement se produire et celles-ci peuvent également se multiplier. Le troisième point, c'est la course classique à l'armement. Nous le voyons déjà maintenant. Des systèmes de brouillage électronique, des armes anti-drones, la défense laser, tout cela est développé en parallèle. Cela signifie que nous sommes actuellement dans une phase où l'attaque et la défense se stimulent mutuellement en permanence. Et nous le voyons aussi dans la guerre en Ukraine. Regardez mes rapports de situation sur l'Ukraine. On le constate tout le temps. Les États-Unis expérimentent déjà de telles armes, qui sont censées combattre efficacement les essaims de drones. Mot-clé Léonidas, qui devrait rendre inopérants de vastes essaims de drones en peu de temps. Mais là aussi, il y aura tôt ou tard des tactiques ou des évolutions pour neutraliser ou contourner de tels systèmes. Si l'on replace tout cela dans le contexte actuel de la politique de sécurité, on comprend pourquoi cette évolution attire autant d'attention en ce moment. Les drones sont déjà centraux dans les conflits. Ici, il s'agit de l'étape suivante, passage à grande échelle et automatisation. La Chine envoie aussi un signal clair. Il ne s'agit pas de suivre le rythme technologique, mais d'établir des normes. Préparer, proposer et intégrer efficacement ces systèmes en premier procure un avantage considérable. Au final, il faut préciser que le essaim d'acier, comme l'appellent familièrement les Chinois, n'est pas juste une nouvelle arme. Cela représente un changement fondamental dans la manière dont la puissance militaire est organisée. On passe de plateformes individuelles et coûteuses à des systèmes autonomes et interconnectés en grand nombre. La vraie question n'est plus si cette technologie va s'imposer, car elle le fera. La question est de savoir à quelle vitesse elle va se répandre, qui la contrôlera et comment nous, en tant que communauté internationale, allons y faire face. Car dès que de tels systèmes ne seront plus utilisés uniquement par des États, mais aussi par d'autres acteurs, l'équilibre se déplacera encore de manière significative. Et ce n'est pas si improbable que ça. Imaginez un instant qu'un État comme l'Iran, qui soutient déjà militairement de nombreuses milices radicales, leur remette ces systèmes relativement peu coûteux. Par exemple, le Hezbollah ou d'autres milices pourraient facilement attaquer des bases militaires. Tout cela est envisageable. Même la navigation civile pourrait être menacée. C'est pour cette raison qu'il faut suivre ce sujet de près, car nous sommes sans doute au début d'une évolution qui marquera la sécurité des prochaines décennies. Pour mieux comprendre le monde, cherche SIFT ou télécharge l'application gratuitement sur l'App Store ou Google Play Store, au lieu de juste lire les gros titres. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Reneke Siladzic, Ferdinand Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Et à la prochaine vidéo.